Alors, bonsoir tout le monde. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour animer ce webinaire qui a pour thème le rôle de l'ingénieur dans le développement en Afrique dans cette période, c'est-à-dire de phase de post-Covid-19. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire ce webinaire vient couronner les efforts qui ont été déployés aujourd'hui à l'occasion de l'organisation du deuxième sommet du secteur des ingénieurs, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, on a bien entendu organisé c'est-à-dire le deuxième sommet pour la restructuration du bureau des ingénieurs, qui entre bien entendu dans le cadre du dynamisme et du travail d'arrache-pied, un travail permanent qui se fait au sein du Parti Front des Forces démocratiques, parce que après la réussite, alhamdoulilah, de la restructuration du secteur des femmes et également la restructuration du secteur des avocats. Aujourd'hui, on a pu organiser le deuxième sommet pour la restructuration du secteur des ingénieurs, à l'instar des autres secteurs. Alors aujourd'hui, c'est-à-dire ce webinaire vient bien entendu pour couronner les efforts qui ont été déployés. On a choisi comme thème pour ce webinaire le rôle de l'ingénieur dans le développement en Afrique. Ce thème n'a pas été choisi au hasard, parce qu'aujourd'hui, alhamdoulilah, le Maroc, grâce au leadership et à la clairvoyance de Sa Majesté que Dieu l'assiste, est devenu la locomotive de développement en Afrique grâce aux différents projets, aux différents chantiers lancés en Afrique. Donc, la première personne qui est impliquée de par sa responsabilité, de par ses compétences techniques, alors c'est l'ingénieur parce que c'est lui qui est, c'est-à-dire qui en principe, il est mis en équation dans tous les projets de développement en Afrique, d'où l'intérêt d'organisation de ce webinaire pour discuter et pour partager les différents points de vue. On a invité avec nous des experts, des ingénieurs de différentes disciplines qui ont c'est-à-dire un palmarès riche en matière d'expérience et de compétences techniques pour pouvoir partager avec nous leur savoir-faire, leur expérience en la matière. Alors, avant d'entrer dans le vif des sujets, je cède la parole à Madame Lina pour, c'est-à-dire nous donner une introduction à propos, c'est-à-dire de ce webinaire. Alors, c'est à vous, Lina. Bonsoir, je m'appelle Lina Sdol, je suis architecte dans le secteur du privé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien commencer par une définition du mot, du métier de l'ingénieur, émanant de la Commission des titres des ingénieurs. Le métier de base de l'ingénieur consiste à résoudre des problèmes de nature technologique, concrets et souvent complexes, liés à la conception, à la réalisation et la mise en œuvre de produits, de systèmes ou de services. Cette aptitude résulte d'un ensemble de connaissances techniques d'une part, économiques, sociales et humaines d'une autre part, reposant sur une solide culture scientifique. La conférence d'aujourd'hui vient pour couronner les efforts qu'on a déployés afin de restructurer la section des ingénieurs au sein du parti Front des Forces démocratiques. Le thème qui a été choisi pour cette conférence, à savoir le rôle de l'ingénieur dans le développement en Afrique, n'a pas été choisi au hasard, mais suite au dynamisme que connaît notre continent, un dynamisme dont le Maroc a pris le devant suite au leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui a conduit plusieurs projets euh, qui ont pour vocation de promouvoir le développement de l'Afrique. Étant donné que le rôle de l'ingénieur en général dans différents secteurs grâce à ses compétences techniques, on a voulu mettre la lumière sur le rôle de l'ingénieur africain censé jouer pour contribuer au développement de son Afrique. Pour cela, on a invité une mosaïque de profils des ingénieurs de la famille FFD pour débattre cette thématique. Je voudrais finir par dire que la présence de tout le monde ici pour défendre le rôle de l'ingénieur au devenir de notre Afrique est une marque de confiance et qu'il faut savoir que qu'elle rend aussi confiante dans cet avenir et plus encore déterminée. Je vous remercie pour votre attention et votre engagement et je recède la parole à M. Braïda pour conduire cette conférence dont nul monde ne sera surpris de sa richesse en matière d'idées. Merci beaucoup, Lina, pour cette introduction. Alors, je vais donner une brève c'est-à-dire introduction
de nos chers intervenants. On a avec nous M. Sophie, c'est-à-dire un ingénieur qui a passé des décennies dans le travail, dans le métier d'ingénierie, qui a un apport, alhamdoulilah, pour notre section. On a également avec nous monsieur Begui, qui est un ingénieur, c'est-à-dire bien expérimenté, tabarakallah. On a également, c'est-à-dire une personne, un ingénieur jeune, c'est-à-dire qui travaille dans le secteur privé, M. Hicham, et également on a un ingénieur, c'est-à-dire qui vient d'un pays qui nous est cher, le pays frère, le Sénégal, avec nous, M. Mohamed Koudou, c'est-à-dire qui a occupé une place très importante au sein des institutions africaines, à savoir la CEDEAO, qui est également membre du parti au pouvoir aujourd'hui au Sénégal, et c'est-à-dire qu'il travaille ici au Maroc en tant qu'ambassadeur, c'est-à-dire pour le parti, c'est-à-dire de son parti au Maroc. Alors, avant de commencer, je vais, c'est-à-dire m'orienter vers Monsieur Mohamed Koudou et pour lui donner c'est-à-dire une question, c'est-à-dire en général, avant de spécifier les différents axes de nos webinaires. Alors, selon vous, Monsieur Mohamed, quels sont les principaux problèmes de développement en Afrique et quels sont les secteurs prioritaires en matière qui ont besoin, c'est-à-dire du développement, c'est-à-dire qui ont une lacune en matière de développement en Afrique. Merci beaucoup, Riyad, Jérémy, pour cette invitation hautement appréciée. Je profite pour saluer tous les panélistes de ce congrès, mais également ceux et celles qui nous suivent au Maroc, au Sénégal et à travers le monde. Ce thème est parlant et nous appelle à la réflexion sur le rôle des ingénieurs dans cette période post-Covid-19, exacerbée par des mesures de confinement qui ont presque ébranlé nos économies. Donc, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, plus que jamais, les ingénieurs sont de plus en plus appelés à jouer un rôle de chef de file dans le développement de nos pays, on le sait, tout en surmontant les défis mondiaux tels que l'épuisement des ressources, la pollution de l'environnement, la croissance démographique rapide et les dommages aux écosystèmes. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'au XXe siècle, les réalisations techniques ont été développées sans tenir compte de leur impact sur les systèmes naturels, socio-économiques et environnementaux. Donc, compte tenu des problèmes auxquels notre planète est confrontée aujourd'hui et des problèmes qui devraient survenir dans la première moitié du XXIe siècle, à mon humble avis, les ingénieurs doivent tout d'abord revoir leur état d'esprit et adopter un nouvel énoncé de mission. Donc, c'est important effectivement de le savoir. Donc, tout en contribuant à la construction d'un environnement plus durable, stable et équitable. Et pour que cela se produise, les ingénieurs doivent donc adopter une attitude complètement différente à l'égard des systèmes naturels, culturels, reconsidérer les interactions entre les disciplines de l'ingénierie, les domaines non techniques et la société. Donc, avec la crise post-Covid-19, nous devons adopter une approche plus holistique de l'ingénierie. Cela exigera un changement de paradigme, bien entendu, majeur, et une prise de conscience des écosystèmes. Nous savons que contrairement à la science, les ingénieurs planifient, conçoivent, construisent, fabriquent, entretiennent et exploitent même en permanence des changements. Donc, l'ingénieur doit donc être préparé, à mon humble avis, avec un niveau de risque acceptable pour toutes les possibilités et tous les résultats. Nous le savons, les ingénieurs ont largement contribué à la société, mais constituent un groupe quand même incompris, car leurs efforts sont souvent incompris. Donc, pour ceux qui nous suivent, la fourniture de la plupart des services essentiels à la vie moderne, tels que l'électricité, les avions, la télévision, l'imagerie médicale, les réseaux d'assainissement, le téléphone et les lignes ferroviaires sont le fruit de l'ingénierie. Donc, on a toujours besoin des ingénieurs selon le type de révolution qu'on veut enclencher. Donc, par exemple, pour une révolution industrielle, agricole, numérique ou d'intelligence artificielle,
on a forcément besoin d'ingénieurs qualifiés dans ces domaines. Aujourd'hui, les ingénieurs, on le sait, planifient, conçoivent et créent la structure physique à travers donc laquelle notre société vit, travaille et s'épanouit. Donc, par conséquent, pour apprécier et comprendre d'abord le rôle de l'ingénieur dans cette période post-Covid, post-crise sanitaire, qui a engendré, on le sait, une crise économique et bouleversé nos attitudes de fonctionnement, nous devons examiner la relation entre l'ingénieur et la société. Ensuite, peut-être que les ingénieurs que vous êtes également du 21e siècle pourront développer un monde durable en équilibre avec les forces de la nature pour lutter contre une partie de la crise mondiale, bien entendu, si on vous en donne l'occasion. Donc, suite à mon analyse globale de l'impact de l'ingénierie sur nos pays, j'ai remarqué qu'au cours quand même du dernier centenaire, que la pratique de l'ingénierie a été basée sur un paradigme de contrôle de la nature plutôt que de coopération avec la nature. Je m'explique. Dans le paradigme du contrôle de la nature, les humains et le monde naturel sont divisés. Et les humains adoptent une position d'opposition et de manipulation envers la nature. Mais malgré ces inconvénients, cette approche a conduit à des réalisations techniques quand même remarquables au cours des 19e et 20e siècles. Par exemple, les ingénieurs civils et environnementaux ont joué un rôle essentiel dans l'amélioration de nos conditions de vie. Donc, en améliorant, par exemple, l'assainissement, en développant les ressources en eau et en développant les systèmes de transport. Donc, le XXe siècle a été témoin d'une grande réalisation en technologie de l'ingénierie dans le domaine de la conception, des technologies de l'information, de la construction, de la fabrication, de la robotique, des matériaux avancés ou même des techniques de gestion de l'ingénierie pour la résolution de problèmes. D'ailleurs, pour revenir effectivement à ta question, Riyad, notre continent devrait impérativement s'orienter vers ces technologies nouvelles et améliorer, comme par exemple la technologie nucléaire, qui est une nouvelle source d'énergie électrique et de nouvelles capacités dans la recherche médicale et l'imagerie, ainsi que pour une utilisation militaire. Je citerai aussi l'exemple des technologies du pétrole et du gaz qui permet de donner du carburant pour les voitures, de l'énergie pour nos maisons et les industries également. Bref, nous avons besoin aujourd'hui, autour de cette grande émergence, une contribution nécessaire des ingénieurs. Je me rappelle bien, il s'agit de M. Noukakis, qui est le directeur MOOC Afrique à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui disait qu'en Afrique subsaharienne, les conditions pour faire de la recherche ont un niveau qui va de très faible à moyen et que les laboratoires sont souvent obsolètes. Et il n'est pas rare que les gens travaillent sur des circuits même électroniques qui n'existent plus. Donc, ce qui nous impose une mise à jour permanente des process pour moderniser les outils qui permettent de faire exploser les talents autour de l'ingénierie, et cela au grand bénéfice de nos politiques de développement. Par exemple, au Sénégal, nous avons plusieurs écoles d'ingénieurs qui forment une partie de l'élite et qui aujourd'hui contribuent de manière subséquente au plan Sénégal émergent. C'est la référence de politique économique et sociale de notre pays depuis 2014 et qui donne des résultats probants. Donc, il est indéniable aujourd'hui que les ingénieurs jouent un rôle majeur dans la politique de développement économique de notre continent et particulièrement de mon pays, le Sénégal. Si leur formation, effectivement, a été institutionnalisée, c'est parce que les autorités locales les considèrent comme les principaux agents de développement donc, du pays. Donc, de toute façon, en tout état de cause, le développement économique et social de nos pays doit être perçu comme principalement déterminé par la maîtrise des différents domaines de l'ingénierie. L'une des priorités de l'État sénégalais est donc de former une main-d'œuvre hautement qualifiée dans divers domaines de l'ingénierie, et cette main-d'œuvre se voit de facto assigner un rôle central dans la mise en œuvre des programmes de développement intégrés à la planification économique. Par ailleurs,
avec la crise post-Covid-19, beaucoup d'emplois ont été détruits et perdus, et pour certains de manière irréversible. Moi qui ai toujours prôné, par exemple, l'industrialisation de nos pays, je suis vraiment inquiet parce que les paradigmes actuels du génie, par exemple du génie industriel, visent à améliorer, on le sait, la qualité et les profits et mettre l'accent sur la réduction de la main-d'œuvre. Donc, aujourd'hui, cela peut être en contradiction avec les besoins d'un pays en développement, comme le Sénégal, par exemple, et comme le Maroc aussi, qui aspire à l'émergence. Donc, nous devons suggérer que l'accent mis sur le génie industriel soit réorienté pour soutenir la croissance de l'emploi, l'identification de nouveaux produits et services, l'éducation et la formation. Les activités qui protègent et augmentent le niveau d'emploi devraient être renforcées. C'est mon intime conviction. Je pense que les expériences au Kenya et en Afrique du Sud peuvent être utilisées donc, pour étayer cette hypothèse. Donc, pour l'ingénierie industrielle, parce que j'ai toujours prôné effectivement l'industrialisation dans nos pays, qui est un moyen effectivement de réduction du chômage de masse, je suggère un rôle de leadership plus fort, plus d'activité entrepreneuriale et un retour aux sources, en commençant par identifier les besoins de la société et du consommateur. Pour façonner de toute façon les philosophies d'entreprise, identifier de nouveaux produits et initier la refonte, bien entendu, des systèmes. De toute façon, en ce sens, je propose, d'ailleurs, je fais souvent des contributions à l'attention de la presse et effectivement des professionnels qui sont dans le domaine industriel. Donc, je fais souvent des propositions. Aujourd'hui, avec la situation du Covid, je propose 3 domaines dans lesquels les ingénieurs industriels peuvent effectuer des changements substantiels dans les pays en développement, à savoir premièrement la création d'emplois, c'est-à-dire la protection de l'emploi et la croissance qui sont un objectif nécessaire pour tous les projets. Donc l'accent doit être mis sur l'obtention d'une plus grande production grâce à l'innovation en utilisant la main-d'œuvre, les installations et l'équipement existants, ainsi qu'en créant ainsi beaucoup de process qui permettent effectivement de réduire le chômage de masse. Et deuxièmement, se concentrer également sur la production, tout en améliorant la flexibilité pour la mise à l'échelle des installations, la gestion du travail et la production. Et enfin, troisièmement, le développement de produits, c'est-à-dire les efforts devraient être concentrés à développer des produits appropriés pour les marchés intérieurs et des produits pour les marchés de niche, d'exportation. Donc, les avantages économiques, de toute façon, doivent être exploités. Et pour conclure, c'est pour ça que j'ai toujours dit que pour passer à un paradigme mettant l'accent sur la croissance de l'emploi et un meilleur rendement, il faudra mettre l'accent sur l'éducation et la formation d'ingénieurs industriels. Les ingénieurs industriels, de par la nature de leur formation et de leur expérience, sont idéalement équipés pour initier et obtenir des résultats durables dans la promotion de la croissance, du développement et de l'emploi, donc qui sont de toute façon fondamentales Merci, pour Mohamed. les pays en voie de développement. Merci, Mohamed, pour cette belle, c'est-à-dire pour ce beau exposé. Donc, ce que je retiens principalement, c'est-à-dire l'ingénieur en fait en Afrique ou bien en général doit c'est-à-dire participer, contribuer au développement de notre continent, tout en c'est-à-dire préservant les emplois, parce qu'aujourd'hui surtout dans cette période post-Covid-19, on a besoin des métiers qui ont, c'est-à-dire doivent préserver les postes d'emploi, c'est-à-dire surtout que la plupart, il y a une perte énorme d'emplois après la période de Covid-19. Vous avez parlé également, c'est-à-dire de la nécessité de préserver l'environnement, de contribuer c'est-à-dire au développement tout en préservant
l'environnement. D'où, c'est-à-dire l'intérêt d'entamer le deuxième axe qui est relatif aux énergies renouvelables. Et pour développer cet axe, je m'adresse à Hicham Ekousri pour c'est-à-dire éclairer un petit peu sur les énergies renouvelables. Alors, selon vous, Monsieur Hicham, qu'est-ce que vous pensez du secteur, c'est-à-dire des énergies renouvelables tout d'abord au Maroc, et peut-on dupliquer l'expérience du Maroc en Afrique? Bonsoir à tous et à toutes. Et merci Sariat pour l'invitation. Effectivement, moi je trouve que le secteur des énergies renouvelables, c'est un secteur qui est très promoteur. D'ailleurs, le Maroc s'est positionné comme étant un leader et un champion africain dans le développement des énergies renouvelables. Et ça, il faut l'avouer, il faut l'applaudir et il faut le féliciter. Et cela a été fait grâce à une stratégie qui a été mise en place, qui a donné de bons résultats et qui a permis aussi d'augmenter la part du renouvelable par rapport au mix énergétique de 2% en 2008 à 36,8% en 2020, et on vise un objectif de 52% à l'horizon de 2030. Moi, on est tous conscients ici au Maroc que le secteur d'énergie renouvelable, c'est le nouvel élan de développement de l'économie ici au Maroc, et va permettre un développement économique dans un futur proche. D'ailleurs, je voulais juste partager à titre d'exemple et en guise de partage que les importations en termes de pétrole, de gaz, de charbon coûtent au Maroc à peu près 8 milliards, dans les alentours de 8 milliards de dollars annuellement. Donc, si on arrive à réduire cette dépendance en énergie fossile coûteuse en devises, en développant davantage les énergies renouvelables, et on peut avoir un profit qui est énorme, et on peut avoir un impact qui est très positif sur la balance commerciale au niveau du Maroc. Je voulais aussi ajouter un point qui est très important ici au Maroc, et ça c'est un point que je voulais partager aussi. C'est en 2018, le Maroc est devenu un exportateur d'énergie. D'accord? Alors qu'avant, il était plus un importateur, il n'était pas dans la capacité de livrer ou d'exporter de l'énergie aux d'autres pays. Ça aussi, ce renversement de tendance a un effet qui est très bénéfique sur les comptes extérieurs du Maroc. Bon, certes, on va pas se contenter juste de produire de l'énergie verte, mais il faut aussi diversifier les actions, bien sûr, en soutenant tout ce qui est optimisation de la consommation, tout ce qui est efficacité énergétique, et aussi en ayant une stratégie peut-être dans les années qui viennent pour l'usage unique des voitures électriques, ou je dirais en incitant aussi les unités industrielles à réduire leur consommation en énergie fossile en utilisant des alternatives fuel. Mais grosso modo et en globalité, en somme, moi je voulais dire que le modèle marocain, c'est un modèle qui a réussi, qui a donné ses preuves, et qu'on peut le dupliquer en Afrique, bien sûr en s'appuyant sur la vision royale, sur la position géographique du Maroc, en s'appuyant sur les liens historiques avec les pays africains pour les aider aussi à mettre leur propre modèle. Et en s'appuyant sur notre retour d'expérience, on peut même aider les autres pays africains, peut-être en demandant aux entreprises marocaines opérant dans le secteur des énergies renouvelables à faire des projets similaires au niveau de l'Afrique, ça d'une part, ou peut-être on peut aussi demander à notre, on peut s'appuyer aussi sur la diplomatie marocaine pour demander aussi aux pays, aux gouvernements africains la possibilité de valider l'interconnexion du réseau électrique marocain avec les autres pays subsahariens. Comme ça, on peut aussi vendre l'excès de l'énergie dans l'horizon des années qui viennent. Moi, honnêtement, moi, je suis je félicite beaucoup ce modèle qui a donné ses preuves, et il faut juste le pérenniser et capitaliser sur les actions qui ont été réalisées, rester sur la même lancée, et voilà, et aussi voilà, garder cette dynamique de développement. Merci beaucoup, Hicham, pour ce beau exposé. Maintenant, je m'adresse à M. Begui. Alors, comme vous le savez, M. Begui, aujourd'hui, la Cour de libre-échange en Afrique, la ZLECAf, elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2021, mais c'est un accord qui offre une opportunité colossale pour le continent dans sa globalité, parce que selon les estimations de la Banque mondiale, l'Afrique peut gagner, c'est-à-dire plus ou moins, c'est-à-dire des revenus de 560 milliards de dollars à l'horizon de 2030. Il y a également c'est un marché de 1,2 milliard de consommateurs pour tous les pays membres de la ZLECAf, mais le problème majeur pour le continent, qui
c'est-à-dire on peut dire, qui peut éventuellement mettre des bâtons dans les roues et c'est-à-dire causer des problèmes pour c'est-à-dire la flexibilité des échanges. Le problème majeur, ce sont les infrastructures. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, l'Afrique est l'un des problèmes majeurs pour l'infrastructure en général. Donc, selon vous, quel rôle, c'est-à-dire quelles sont les lacunes en matière de développement de l'infrastructure en général et quel rôle l'ingénieur peut jouer pour promouvoir et pour développer, c'est-à-dire l'infrastructure de son continent. Okay, merci, bonjour à tous. Tout d'abord, donc avant d'entrer dans le sujet, je tiens à féliciter et remercier toutes les forces vives qui se sont mobilisées pour faire face à cette pandémie, parce que franchement, en étant en France, on a été impressionné par la réactivité de l'État marocain et des Marocains. Donc, merci à eux. Avant de répondre à cette question, je vais revenir un petit peu sur ce qui a été dit donc sur la définition d'ingénieur, parce que j'ai eu la chance de travailler dans 3 écoles d'ingénieurs, donc les arts et métiers, et puis maintenant au CISI. Donc, il y a cette définition qui était avant, l'ingénieur, c'était le mathématicien, hein, donc on va monter en puissance, c'est devenu le super calculateur ou quelque chose, et ce métier-là a évolué un peu dans le temps. Donc, il a évolué, on est parti sur, je dirais, un métier où l'ingénieur, en gros, c'est un peu le manager aujourd'hui, c'est le chef d'orchestre. Et dans la dernière expérience, je vais insister un peu sur la dernière parce que ça peut répondre un petit peu à cette question que vous avez posée, hein, parce que c'est une école qui a été créée après la guerre, la Deuxième Guerre, parce qu'il y avait un besoin d'ingénieurs en France. Et donc, il y a eu 7 grandes entreprises, donc, il y a Schneider, Renault ou autres, il y a d'autres entreprises qui ont changé de nom. Et ils ont dit, OK, on est face à un problème, c'est comment très rapidement monter en puissance et d'avoir des ingénieurs sur le marché. Et ils sont partis sur le principe de la formation continue, en disant, on a des gens qui ont occupé des postes, par exemple, de techniciens supérieurs, qui ont de l'expérience, à qui il faut rajouter quelque chose pour que ça devienne cet ingénieur. D'accord. Ils ont pris 4 pôles, ce qu'ils appellent le TOHE, en disant un ingénieur, il doit avoir des connaissances ou des compétences dans le T, donc le technique, l'économique, l'organisationnel, donc TOHE et humain. Donc il y a cette dimension d'humain qui a été rajoutée. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on regarde le métier d'ingénieur d'aujourd'hui, on a 2 catégories. Donc, on a une catégorie de super technicien, enfin super, je dirais, mathématicien qui peut faire de la conception, des calculs ou autre. Et puis, il y a une autre catégorie qui est plutôt des gens qui ont un grand sens de l'organisation. D'accord ? Donc, des gens qui sont capables, je dirais, de planifier, de gérer des gens, de gérer des budgets ou autres. Et c'est ça, je pense, dont on a besoin aujourd'hui, hein, parce que quand vous avez vu, je dirais, avec cette pandémie-là, ça a changé quasiment, je dirais, toute la stratégie des pays concernant la production. Donc, on parle de rapatrier, je dirais, des savoirs ou autres. Donc, je dirais, il peut jouer, ou l'Afrique en elle-même, il peut jouer cette carte-là en disant, aujourd'hui, est-ce qu'on peut rapatrier une certaine production? D'accord? On va parler, par exemple, des trucs qui sont sensibles, tout ce qui est pharma aujourd'hui. Chaque pays doit se dire, il faudrait que j'arrive à avoir une autonomie. Et donc, pour faire cette partie-là, on a besoin de biologistes ou autres qui ne sont pas forcément des ingénieurs, mais on a besoin des gens qui peuvent gérer la supply chain, donc tout ce qui est supply chain management ou autre, donc des gens qui sont capables de gérer la logistique, des gens qui sont des responsables de production, de maintenance, qui sont en eux-mêmes des ingénieurs, d'accord? Mais sans avoir vraiment la composante scientifique très développée. Par contre, il faut un sens d'organisation très développé. Et donc, il faut la communication et l'organisation. Donc, ce sont ces composantes-là, parce qu'on a toujours,
qui peuvent faire oublier un peu le stéréotype de pour faire une formation d'ingénieur, je dois faire une prépa mathématique ou autre et de faire ingénieur. Il faut, je pense, dépasser un petit peu cette partie-là et de partir sur deux notions ou deux filières peut-être, de dire aujourd'hui, est-ce que sur le marché du travail, on a des gens qui ont des compétences, par contre, ils n'ont pas, je dirais, les diplômes qui vont avec, on peut faire évoluer. Donc, partir sur la notion de formation continue. La deuxième, c'est de partir sur cette notion un peu d'ingénieur généraliste. Bien sûr, il faut garder toujours la spécificité de dire il faudrait qu'on forme des ingénieurs en aéronautique ou autre. Donc, je ne dis pas le contraire. Par contre, je dirais qu'il ne faut pas négliger cet aspect d'organisation. Les domaines qui peuvent améliorer, enfin, par répondre un petit peu à la question qui a été posée, je dirais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années. Donc, moi, j'avais assisté un petit peu au développement de cette partie. C'était ce qu'on appelle l'industrie 4.0. D'accord ? L'industrie 4.0, c'est de dire, je dirais, la technologie elle évolue très vite. D'accord ? Et donc, si on veut partir sur un modèle de dire, on veut faire évoluer nos entreprises ou de créer des entreprises, il faut les créer avec les normes d'aujourd'hui. Donc, il faut avoir les notions de tout ce qui est, je dirais, usage du numérique, qui peut être très utile. Je dirais pour répondre à la question d'infrastructure, donc je ne vais pas parler d'infrastructure matérielle, mais plutôt, je dirais en termes de compétences. Donc, voilà, si on veut produire, il faut des responsables prod, des gens qui peuvent, je dirais, mettre en place la technologie, parce que les usines aujourd'hui, je dirais, en temps de main-d'œuvre, on essaie de réduire au minimum, mais par contre, on a besoin d'avoir de l'information en temps réel quasiment, et de l'information qui est, je dirais, pertinente et fiable. Donc, c'est là où je dirais l'avenir aujourd'hui pour l'ingénieur, c'est de partir sur tout ce qui est industrie 4.0. Donc ça, je pense que c'est un des aspects qui peuvent être très intéressants et qui ont de l'avenir. Donc, il y a la partie, je dirais, tout ce qui est lean management ou autre, et l'industrie 4.0. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent accélérer, je dirais, la mise en place je dirais, d'une industrie pour l'Afrique. C'est bon, merci beaucoup. Si j'ai répondu, est-ce que vous voulez rentrer dans le détail? Oui, bien sûr, oui. Merci beaucoup. Alors, maintenant, je m'adresse à M. Sophie. Étant donné que vous êtes un ingénieur qui a passé des décennies dans le domaine professionnel, vous avez une large expérience et on aimerait bien, c'est-à-dire bénéficier de votre expérience, de votre savoir-faire. Alors, M. Sophie, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le niveau de l'infrastructure ferroviaire au Maroc et également, c'est-à-dire en Afrique? Oui. Surtout l'infrastructure ferroviaire. Donc, j'ai spécifié, c'est-à-dire l'infrastructure, c'est ferroviaire. Exactement. Bon, du point de vue ferroviaire, vous savez que l'ONCF, enfin, au Maroc, c'est l'ONCF qui a pris la suite de 4 sociétés qui existaient avant, à l'indépendance. Parce qu'il y avait une société qui s'appelait TF, comme j'ai fait, qui était internationale, enfin une partie espagnole, une partie internationale. Puis il y avait le CFM, c'est-à-dire de Marrakech jusqu'à Oujda. Il y avait le CMO1 de Oujda à Tsendrara et puis le CMO2 de Bouarfa. Donc il y avait plusieurs. Et puis, donc il y avait à l'époque, la France nous a laissé à peu près 1500 et quelques kilomètres de voies unique, c'est-à-dire une voie unique. Alors, depuis l'indépendance, donc, il a fallu renouveler carrément toutes les voies. Donc, on avait la chance d'avoir la voie normale, c'est-à-dire la voie internationale de l'UIC, de l'Union internationale du chemin de fer, et par rapport aux Africains, c'est-à-dire comme le Sénégal, par exemple, qui a la voie métrique, ou les autres pays qui ont parfois de la voie de 60 cm entre les rails, nous, c'est un 437. Bon, alors on a renouvelé donc les voies et on a doublé la majorité des voies.
Donc, on a doublé Fès jusqu'à Stade, on a doublé toutes les lignes de phosphate, de Khoribga, de Ben Guerir jusqu'à Safi, et puis de Youssoufia à Kaza et à Jof-le-Sfar, Jdida. Donc, puis après, on est passé au TGV. Ce qui fait que l'ONCF, du point de vue ferroviaire, elle est presque à la pointe du progrès, enfin, pas tellement comme la Chine ou le Japon ou même la France, mais déjà à un certain niveau très, très élevé. Et nous avons donc les capacités technologiques et tout ça de produire certains éléments ferroviaires et puis de maintenir, parce que le problème de l'ingénieur, il n'est pas seulement du point de vue télécom et tout ça, mais c'est le problème d'abord de faire fonctionner, même parfois, des engins ou des appareils et tout ça qui sont fournis par l'étranger, de les maintenir, parce que c'est ça le rôle principal des ingénieurs dans les pays en voie de développement. Parce que concevoir, fabriquer tout ça, c'est peut-être une certaine proportion de l'industrie, mais elle est faible. Parce que nous ne pouvons pas être, disons, du point de vue technologie, aussi puissants que les pays qui ont des bureaux de recherche, des ingénieurs qui ne font que ça et tout ça. Nous avons à peine, c'est-à-dire à l'ONCF, les gens qui font fonctionner et qui maintiennent. Et déjà, c'est très important parce que si vous maintenez, si vous faites fonctionner correctement, vous pouvez avoir une qualité de service qui est très importante. Alors, donc, c'est ça. Donc, le problème de notre niveau de l'ONCF, il est très bon. Et nous connaissons un peu les chemins de fer africains. Moi-même, personnellement, j'ai remis en état presque avec une entité, un certain nombre d'ingénieurs marocains, les chemins de fer du Gabon. Donc, le Gabon, il a 650 km de voies. Il a de la voie moderne, disons, de la voie UIC, c'est-à-dire la voie normale, comme nous. Et mais le climat, il est très, très, très dur, ce qui fait que l'érosion, la forestation et tout ça, ça dégrade un peu leur infrastructure. Mais on a pu travailler en commun et améliorer et rendre donc fonctionner leur chemin de fer. J'ai participé aussi au Sénégal pour des audits de leur chemin de fer. Le Sénégal, c'est un peu le Maroc, tout. Ils ont les mêmes problèmes ferroviaires que nous. Ils ont les phosphates, ils ont l'industrie chimique comme nous à Jorf. Donc, c'est un pays qui ressemble un peu au Maroc et nous avons la même langue et nous avons de la même formation un peu du point de vue technologique ferroviaire que le Japon, que le Sénégal. Donc, on a donc beaucoup de... Et puis, on a de la coopération ferroviaire, on avait de la coopération, leur directeur venait au Maroc et tout ça, on a fait... La Mauritanie, c'est la même chose que nous, un peu, ils ont la voie pour l'acier, pour le fer, donc de Zouérat à... Donc, ils ont la voie métrique, la voie normale comme nous, avec les traverses en fer. Donc, le directeur de chemin de fer, c'était un ingénieur formé au Maroc. Donc, ils ont un peu les mêmes normes, les mêmes idées, les mêmes consignes de travail, les notices techniques et les notes techniques qu'à l'ONCF. Donc, alors, il y a la Côte d'Ivoire aussi. La Côte d'Ivoire et le Bénin, ils ont une ligne, je la connais, parce que j'ai fait une audit là-bas, parce qu'il y avait beaucoup de problèmes de déraillement et tout ça. Et c'est une voie métrique qui est très vétuste. Donc, c'est difficile à maintenir, il faut la renouveler, mais je pense qu'ils ont dû la renouveler. Donc, il y a beaucoup de coopération possible entre les chemins de fer africains et l'ONCF. Surtout que nous avons un centre ferroviaire qui forme beaucoup de cadres, et même des cadres africains, et nous pouvons donc avoir une coopération donc, dans les deux sens réciproques entre pays.
Mais pour cela, je pense qu'il faut favoriser des stages et, et même des échanges d'ingénieurs entre les réseaux et entre les pays pour être à même de connaître un peu leurs besoins. Et puis eux-mêmes, ils savent qu'est-ce que nous avons. Parce que parfois, ils ont besoin de beaucoup de choses et ils ne savent pas parce que nous n'avons pas, comme par exemple la France, avec tous les pays, ils ont des relations, ils ont des revues techniques, donc il y a les pays africains avec le Maroc, ils n'ont pas, les pays africains entre eux, ils n'ont pas ça. Donc il faut qu'il y ait une communication beaucoup plus étoffée et puis ça ne peut être que par des réunions, par des échanges d'ingénieurs, de ça, et par des conférences. Quand on assiste à des conférences internationales, par exemple de l'Union internationale du chemin de fer, ou panafricaine, ou panarabe, tout ça, il faut donc que les gens échangent et qu'il ne faut pas que tout le monde soit axé surtout sur les pays colonisateurs avec lesquels nous avons des relations directes. Donc, il faut casser un peu ça, il faut le réduire et puis avoir des relations entre pays africains. Et je pense que le Maroc, comme c'est un pays de connexion Afrique-Europe, le chemin de fer, et nous avons un projet, donc on a toujours un projet qui va relier le Tanger jusqu'à Dakhla, et puis par la suite, ça peut aller jusqu'à peut-être Dakar et rayonner sur toute l'Afrique. Et à ce moment-là, on aura un trafic comment dirais-je, permanent, régulier, qui échappe aux aléas climatiques, de tout ça, parce que le chemin de fer, il est toujours rigoureux dans ses horaires, dans ses prix et tout ça. Donc, ça va faire beaucoup, ça va multiplier les échanges entre les pays. Et surtout que cette intersection, par exemple, actuellement, on a vu que Grégrat, il y a l'autoroute presque, il y a la route à double voie. Et puis, à ce moment-là, s'il y a parce que c'est le point où va être connecté l'Afrique avec l'Europe et le Maroc. Parce que par Guérégrad, il va passer la route, le fer peut-être, les télécoms, les gazoducs, les connexions électriques dont on a parlé. Tout ça, ils peuvent passer par... Et à ce moment-là, on aura tout un système, toute une panoplie de réseaux, de connexions là-bas avec une possibilité, ce qui va favoriser donc les liaisons entre l'Europe, le Maroc et l'Afrique. Et je pense que l'Afrique n'est pas bien lotie du point de vue ferroviaire parce que souvent les réseaux sont vétustes, le matériel roulant, la même chose et tout ça. Mais je pense qu'avec le progrès, et s'il y a une coopération sud-sud, Maroc, Afrique, ça peut évoluer. Parce que le Maroc, il a fabriqué des wagons, des voitures voyageurs, il a fabriqué même beaucoup de composants, comme ce qui se fait pour les voitures, des composants pour le chemin de fer, des traverses béton, des attaches, un tas de produits pour le ferroviaire. Donc, il peut, si par exemple, un marché africain, un jour voit le jour, ça sera bénéfique pour tout le monde. Donc, l'avenir pour le ferroviaire, il est tout fait pour parce que le Maroc, il a beaucoup d'écoles, il a des centres de formation, que ce soit de matériel, d'installation fixe, de télécommunications, parce que les télécommunications au Maroc, au ferroviaire, ils sont très développés, parce que le téléphone, il est né sur le rail, si vous voulez. Donc, parce qu'un train ne peut pas partir, ne peut pas circuler sans qu'il y ait de télécommunications. C'est presque impossible. Donc, ce qui fait qu'à la naissance du chemin de fer, il y a eu des télécoms. Oui. Merci beaucoup, Sophie, pour cette pour ce beau exposé au sujet de l'infrastructure ferroviaire en Afrique. Alors, en ce moment-là, on va basculer vers un autre problème qui cause, un problème majeur pour le développement en Afrique. Alors, je parlais ici du problème de la fuite des cerveaux, notamment, c'est-à-dire les ingénieurs, parce qu'aujourd'hui, malheureusement en Afrique, on a plusieurs ingénieurs qui décident de partir à l'étranger, notamment dans plusieurs pays étrangers, dans différentes disciplines, notamment le IT. Alors,
pour répondre à cette question, je m'adresse à M. Mohamed Koudou, qui va, c'est-à-dire pour pouvoir nous donner une idée sur la raison, c'est-à-dire ou bien les raisons derrière la fuite des cerveaux, notamment les ingénieurs de l'Afrique. Merci beaucoup, cher Riyad. Avant de venir sur ce sujet, j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit tout de suite M. Soufi par rapport effectivement à son expérience dans le domaine des transports ferroviaires. D'ailleurs, je salue, je lui rends hommage pour son longue expérience bien riche dans le domaine du transport de manière globale. De toute façon, on a besoin de ça parce que aujourd'hui, si on parle des ELECAF, cela induit indubitablement directement à un renforcement des échanges intra-africains. Quand on sait qu'aujourd'hui, les échanges intra-africains sont estimés à peu près 15-16%, tandis qu'en Europe, en Asie, etc., donc c'est estimé à peu près 70%. Donc aujourd'hui, les ingénieurs doivent pouvoir effectivement, comment dire, en accompagnant nos États dans la dynamique effectivement de renforcer cet élan qu'on doit lancer pour pouvoir développer nos États et pouvoir rivaliser, comme je le dis toujours, rivaliser avec les autres grands blocs économiques, que ce soit l'Europe, les États-Unis, l'Asie, etc., etc. Donc, les ingénieurs ont un grand rôle à jouer là-dessus. Donc là, je fais la transition sur effectivement ta question, Riyad. Effectivement, on a remarqué que bon nombre de nos matières grises, je les appelle comme ça, après de longues études qualifiantes qui peuvent bien servir notre continent, malheureusement vont servir l'extérieur, vont servir les autres États qui, aujourd'hui, ont le triple, voire quadruple, effectivement, le niveau d'échange qu'on a actuellement. Donc, il y a un problème qui se pose sur la mise en valeur de nos matières grises, et particulièrement ici, les ingénieurs. Donc, je pense que cette problématique, je pense, date de très longtemps. On peut revenir sur certaines causes post-coloniales, parce que, bon, les colons, la plupart du temps, ont institué une méthodologie pour permettre, comment dire, pour empêcher nos États de pouvoir se développer en s'appuyant sur son capital humain. Et en cela, ils ont mis en place effectivement différents canaux pour pouvoir les attirer en leur offrant une meilleure situation salariale, un meilleur environnement socio-professionnel, etc., etc. Donc, ceci, effectivement, a causé, bon, ceci a fait que beaucoup de nos jeunes talents, beaucoup de talents, effectivement, ont succombé à cette tentation de rejoindre l'extérieur pour pouvoir effectivement mieux s'épanouir dans leur profession. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la problématique est en train d'être, dans certains États, je ne vais pas généraliser parce que bon, les politiques diffèrent. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, avec le plan Sénégal émergent, je l'ai dit tantôt, ce sont des grands projets de développement à l'horizon 2035 qui ont été mis en place. Et dans ces grands projets, les ingénieurs sont beaucoup mis en valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on ne fait pas appel à de la compétence étrangère pour pouvoir réaliser certains projets. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup d'écoles, on a de grandes écoles d'ingénieurs au Sénégal. Je pense qu'à peu près, on a 6 à 7 grandes écoles qui sont continentalement reconnues. D'ailleurs, l'actuel président de la République, Macky Sall, est sorti d'une de ces écoles. Donc, pour vous dire, en tant que géologue, donc pour vous dire effectivement que chez nous, ici en Afrique, nous avons de grandes écoles capables de former des jeunes talents qui peuvent nous servir, mais il faut que les dirigeants, les gouvernants puissent effectivement mettre dans de très bonnes conditions ces talents, ces personnes ressources, mais également ces matières grises, dans de très bonnes conditions socio-économiques, salariales, afin d'éviter qu'ils aillent servir donc l'extérieur.
Mais désolé de t'interrompre, Mohamed, parce que ce que j'ai remarqué personnellement, ce qu'on remarque nous tous, c'est que des fois, tu trouves un ingénieur qui est, c'est-à-dire un bon poste ici au Maroc, qui a un bon salaire, mais pourtant, il décide de quitter, c'est-à-dire de quitter son pays, de partir à l'étranger. Alors, pour différentes raisons. Alors, pour, c'est-à-dire, pouvoir répondre à cette question, je m'adresse à Si Hicham pour nous donner une idée sur les vraies, c'est des raisons derrière la fuite des cerveaux, même si bien entendu on a éventuellement on trouve des ingénieurs avec, c'est-à-dire qui travaillent déjà dans un, c'est-à-dire qui ont même un poste de responsabilité, mais qui préfèrent des fois, c'est-à-dire laisser tout derrière eux et partir à l'étranger. Alors selon vous, si Hichem, quelles sont les vraies raisons derrière la fuite des cerveaux qui, c'est-à-dire bien entendu, il cause un problème majeur pour le développement de l'Afrique? Tout d'abord, je rejoins la réflexion de Monsieur Koudou. Effectivement, donc il y a le phénomène des fuites des cerveaux, c'est pas un phénomène nouveau. C'est juste que maintenant, on a besoin plus de nos ingénieurs, plus qu'avant, pour faire sortir nos pays africains de cette crise économique causée par la Covid-19. Il y a un chiffre qu'on parle pour le cas du Maroc d'un départ de 600 ingénieurs qui font leur choix pour quitter le Maroc, pour aller continuer, construire ou complètement reconstruire leur carrière à l'étranger. Euh, voilà, les raisons sont multiples. Moi, je ne vais pas rester vraiment dans les généralités, mais j'avais quand même une petite analyse en analysant un petit échantillon de personnes que je connais dans mon entourage. Et je me suis rendu compte qu'il y a au minimum 3 catégories de personnes concernées par cette fuite des cerveaux. Alors moi, je dirais la première catégorie, ça concerne plus les jeunes ingénieurs qui travaillent pour des pilotes dans des petites et moyennes entreprises avec des salaires de 3 500, 4 000 dirhams. On voit clairement que ce salaire n'est pas à la hauteur de leur qualification, de leurs compétences et de travail qui lui sont confiés par leurs supérieurs. Dans cette catégorie, et ces gens vont quitter le pays à la première opportunité sans aucune hésitation. Il y a une deuxième catégorie, c'est plus des ingénieurs, je dirais, qui sont impliqués dans des projets de recherche et d'innovation, que ce soit d'une manière individuelle ou d'une manière collective. S'ils trouvent les moyens pour réaliser leur projet, leur rêve ici au Maroc, ils vont rester. Sinon, ils vont aller chercher ailleurs un terrain de possibilités. Et d'ailleurs, les cas de Marocains il y en a plusieurs, des Marocains qui ont brillé, triomphé à l'extérieur, alors qu'on pouvait bien leur donner l'occasion de le faire ici parmi nous au Maroc. Alors, la troisième catégorie, d'ailleurs, vous l'avez dit à Seriad, c'est des personnes seniors qui ont un nombre d'années d'expérience et qui travaillent avec un bon salaire par rapport au salaire moyen du marché marocain, quoi. Et qui travaillent qu'ils ont un nombre d'années d'expérience, etc. Et pourtant, ils préfèrent aller quitter le Maroc pour faire une expérience ailleurs. Alors pour moi, ces personnes ne cherchent plus une vie qui est une vie, je dirais, digne, décente, et ils cherchent plus un bien-être social et ils cherchent je dirais, un futur plus sûr pour eux et pour leurs enfants, etc. Voilà, ils cherchent un bien-être social, un bien-être financier, etc. Alors pour moi, c'est un phénomène qu'on doit vraiment voir et traiter d'une manière globale et d'une manière détaillée, etc. Et en analysant les causes, moi, en analysant ce phénomène, je me suis dit que peut-être il y a la défaillance exacte se trouve au niveau de notre système, notre écosystème socio-économique, qui n'offre pas cette possibilité de vivre correctement, d'offrir des opportunités de réaliser les rêves de nos ingénieurs ici dans le continent africain d'une manière générale et au Maroc d'une manière particulière. Et on n'offre pas à ces ingénieurs un bien-être financier, un bien-être social et une ascension sociale d'une manière générale. Bon, je pense que Merci beaucoup, Si Hichem. le cause Merci principal. beaucoup. Alors, je m'adresse à vous, Si Begui, pour pouvoir nous donner une idée sur, c'est-à-dire l'approche à suivre pour pouvoir lutter contre la fuite des cerveaux, parce que c'est une perte énorme. Former un ingénieur gaspille beaucoup d'argent, c'est-à-dire parce que la formation d'un ingénieur elle est coûteuse pour l'État. Et à un moment donné, c'est-à-dire voir cet ingénieur, c'est-à-dire qui file de nos mains, il va partir à l'étranger pour, c'est-à-dire être un bénéfique pour le pays accueillant. Alors, selon vous, M. Begui, quelle est l'approche à suivre pour pouvoir mettre fin à ce fléau? Alors, ce que je peux vous dire par rapport à ça, donc, ça, on le vit un peu partout. De la fuite vers l'étranger, mais on parle de fuite entre entreprises. Je pense que le métier est démocratisé. Donc, avant,
On avait par exemple le Maroc très formant en ingénieur. Donc, il y avait ce métier-là qui était quelque chose qui est. Si vous êtes ingénieur, vous avez un très bon salaire, vous avez un certain nombre de. Aujourd'hui, on se retrouve, je dirais, avec plusieurs, je dirais, écoles qui vont former cet ingénieur-là. Et ces ingénieurs-là, ils sont, je dirais, psychologiquement des leaders. Et un leader, il a besoin de mobilité, d'innovation, de reconnaissance. Donc, il n'y a pas que le salaire qui compte, mais quand vous êtes ingénieur dans une entreprise, vous avez besoin de cette reconnaissance de l'entreprise. Si vous la perdez, vous pouvez voir la personne que vous avez formée partir parce que, je dirais, soit la communauté ou l'entreprise ne reconnaît pas, je dirais, son travail. Et très rapidement, dès qu'il y a un projet un peu innovant, où il y a plus de reconnaissance, même si le salaire est inférieur, les gens ils partent. Et moi, je les vois. Hein. Moi, par exemple, je gère ce qu'on appelle les masters spécialisés, qui sont des formations post-bac plus 5. Et j'en reçois tous les ans, je dirais, des centaines de dossiers qui arrivent d'Afrique. De gens qui ont un diplôme d'ingénieur, ils ont des responsabilités dans des entreprises ou autres, mais qui essayent d'avoir une autre expérience dans une autre entreprise étrangère. Donc ça, c'est le premier, je dirais, c'est un premier point. Le deuxième point, je dirais, il y a une question de génération qui joue beaucoup. Parce que vous avez avant, les gens, dès qu'ils ont un poste dans une entreprise, ils passent quasiment leur vie jusqu'à la retraite. Donc, il y a cette fidélité à l'entreprise. Hein. Donc, voilà, j'ai un poste, très bien, je suis ingénieur, j'ai ma voiture, ma maison, et ça me suffit, et c'est très bien. Aujourd'hui, il y a une volatilité, je dirais, des personnes, voilà. Dès qu'il y a un nouveau projet ou autre, il y a plus ce rattachement, je dirais, à l'entreprise. Et donc, forcément, si quelqu'un est formé au Maroc, il est ingénieur, demain, il a une opportunité dans un grand groupe à l'étranger, il part. Et le troisième point, c'est que il y a un certain nombre de secteurs dans des pays développés qui sont en crise de compétences. Voilà. Et donc, qui ouvrent je dirais les robinets. Voilà, vous avez un candidat, vous allez sur LinkedIn, vous avez sur un site où voilà, tous les jeunes ils connaissent un petit peu, je dirais, les sites pour postuler. Très rapidement, dès qu'elle repère une personne, ils le chopent. Et bien sûr, avec le salaire qui va avec et l'opportunité, je dirais, de voir quelque chose, un autre pays, forcément, les gens ils partent. Donc, je pense que la France, il avait joué quelque chose il y a quelques années, c'est de dire, sur les formations d'ingénieurs, c'est de mettre obligatoirement une expérience à l'étranger. Donc, ça permet, je dirais aux personnes, de dire, je vais aller voir s'il est meilleur ailleurs ou non. Et généralement, ils reviennent. Parce que si on prend l'exemple du Maroc, la vie est meilleure. Même si le salaire est inférieur aujourd'hui, des gens qui ont le même poste au Maroc ou le même poste en France, en Allemagne ou autre, la vie est meilleure au Maroc, franchement. Voilà, donc c'est ça, c'est peut-être, c'est de montrer ou donner peut-être aux gens une expérience peut-être à l'étranger pour dire finalement, même si je gagne moins, je vis mieux. Donc voilà, donc il y a peut-être des petits points sur lesquels il faut jouer un petit peu. Et puis, il y a cette notion de société qui joue un peu parce que, dans la vie quotidienne, est-ce que les gens ils ont cette reconnaissance? Si les gens ils perdent cette reconnaissance, c'est-à-dire, vous êtes aujourd'hui ingénieur, vous êtes traité comme rien du tout quand vous vous présentez pour chercher un petit document de rien du tout. Voilà, c'est pas plaisant. Quand vous arrivez à un certain moment pour se soigner, vous devez connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va demander un machin pour avoir une ambulance. Voilà, donc, il faut que la société change un petit peu. Il faut qu'il évolue. Voilà, il faut qu'il évolue. Il faudrait que la vie, je dirais, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, il faut évoluer pour garder ces gens-là. Merci beaucoup, Sibaghi. Merci beaucoup pour
quelques Oui. petits points. Merci beaucoup, Sibegui, pour cette magnifique réflexion. Alors, maintenant, je m'adresse à vous, Monsieur Sophie. Alors, étant donné que vous avez tabarakallah, une expérience riche, c'est-à-dire dans le domaine professionnel, vous avez côtoyé beaucoup d'ingénieurs, mais personnellement, c'est-à-dire, c'est une remarque personnelle, je pense que tout le monde partage avec moi cet avis. On remarque que la plupart des ingénieurs, c'est-à-dire, ne s'impliquent pas dans la gestion de la cause commune et sont toujours, c'est-à-dire, dans le monde de l'entreprise, dans la chose, c'est-à-dire dans les problématiques techniques, et ils ne prennent pas l'initiative, ils ne s'inscrivent pas dans des associations, dans des ONG, dans les partis politiques. Peut-être, je ne sais pas. Donc, quelle est, c'est-à-dire, selon vous, c'est Sophie, la raison derrière, c'est-à-dire, entre guillemets, cette fuite des ingénieurs pour, c'est-à-dire, le travail de la cause commune? Ben, je pense que d'abord, c'est le manque de communication, de formation et d'information. Parce que les ingénieurs, ils sont, comme l'a dit notre collègue là, s'il touche 4000 dirhams, donc il ne pense qu'à la fin du mois, il n'a même pas de quoi communiquer ou joindre ou avoir un temps pour aller faire autre chose. Ce qui fait qu'il il ne fait même pas sa formation continue, il arrive juste à peine à joindre les deux bouts et à travailler le minimum possible. Alors, donc, ça vient de la structure aussi des entreprises, mais pas toutes, parce qu'actuellement, avec le développement de l'informatique, avec des médias et tout ça, maintenant tous les gens, ils ont accès à cette formation, à la formation continue, et puis il faut que les chefs d'entreprise intéressent leurs ingénieurs. Et je dirais même qu'actuellement, les ingénieurs, ils sont devenus un peu nomades. C'est plus comme avant qu'un ingénieur, il faisait toute sa carrière dans une seule entreprise. Donc, il est toujours à la recherche de celui qui va là où il sera le mieux. C'est-à-dire, il va mieux être payé, mieux être considéré, mieux. Et donc, ça ouvre des possibilités. Mais étant donné le manque actuellement d'emploi, le manque de possibilités de travailler, les gens, ils essayent autant que possible maintenant de se rétracter et de subir un peu les aléas des conditions, par exemple, du Covid. Alors, je pense que l'État et les grandes entreprises, elles doivent agir ou bien réserver un certain budget pour cette partie de la formation des ingénieurs et de leur bien-être. Parce que sans ingénieurs, le pays ne peut pas se construire, se développer et continuer à prospérer. Parce qu'actuellement, le Maroc, il est bien parti avec la politique de Sa Majesté, donc dans tous les domaines, industriels, infrastructures, tout, de construction mécanique et tout. Et tout ça, s'il n'y a pas d'ingénieur, ça ne peut pas donc aller progresser comme suivant les objectifs tracés. Donc, il faut l'ingénieur, il faut le replacer, revoir ses conditions, revoir ses formations, son classement même, et tout ça pour qu'il puisse donner le mieux de lui-même. Et il faut créer. Oui, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors maintenant, je m'adresse à une dernière question à Mohamed Koulou pour voir nous éclaircir sur, c'est-à-dire l'absence de l'ingénieur dans différentes institutions, c'est-à-dire politiques, non seulement en Afrique en général, dans la plupart des gouvernements, des institutions politiques, on voit d'autres profils, on voit des avocats, on voit des professeurs du droit, on voit différentes disciplines, mais on ne voit pas beaucoup des ingénieurs. Alors, pourquoi? C'est-à-dire l'ingénieur n'accorde pas beaucoup d'importance, c'est-à-dire à la cause politique. Okay, merci beaucoup, Riyad. Bon, c'est une question relativement difficile à répondre, d'autant plus que je pense que l'engagement politique est une responsabilité personnelle, une décision personnelle. Il faut savoir que en Afrique, bon, en tout cas, moi, le Sénégal que je connais mieux,
Aujourd'hui, le président de la République, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un ingénieur géologue. Donc, il a fait son parcours politique, son parcours professionnel et politique, donc effectivement, qui l'a amené aujourd'hui à cette station. Comme l'ancien Premier ministre aussi du Sénégal, Mohamed Ben Abdallah Dionne, c'est aussi un ingénieur informaticien également, il était Premier ministre, ainsi de suite. Donc, je pense que, en fait, ça dépend peut-être de la conception qu'on a de la Parce politique. que, désolé de t'interrompre, Mohamed. Désolé de t'interrompre, Mohamed, parce que chez nous au Maroc, on voit, c'est-à-dire si on décortique un petit peu, c'est-à-dire la scène politique, on voit des avocats, on voit des professeurs de droit constitutionnel, on voit, c'est-à-dire des personnes émanant, c'est-à-dire d'une formation universitaire, mais je pense, selon mon humble avis, c'est-à-dire elle est due à la formation des ingénieurs, parce que les personnes qui ont une formation à la fac, c'est-à-dire ils pratiquent durant leur cursus universitaire une sorte de politique. Donc du coup, ils se sont familiarisés avec le travail des politiciens en général. Par contre, c'est-à-dire chez nous, on ne voit pas beaucoup des ingénieurs c'est-à-dire, dans la scène politique. Alors, est-ce que c'est le cas pour vous ou non? Non, exactement. C'est pour ça que j'ai commencé par énumérer par le plus haut sommet, pour montrer à quel point, effectivement, les ingénieurs chez nous s'engagent en politique. Donc, ils sont très nombreux, que ce soit dans les partis politiques, le parti où je fais partie, l'Alliance pour la République, et parce qu'on on l'a défini de telle sorte qu'effectivement, que les différents talents puissent s'exprimer au niveau interne. Donc, on a mis en place des cadres de concertation qui sont dédiés à certaines catégories socio-professionnelles. Par exemple, il y a ce qu'on appelle la convergence des cadres républicains. C'est un cadre de concertation qui réunit presque tous les cadres qui viennent de différents domaines de spécialisation, de compétences, afin de leur permettre de mettre leurs idées, leurs visions, leurs compétences au service du pays à travers, bien entendu, des process politiques. Donc, nous avons et nous promouvons l'expression des talents des ingénieurs à travers, effectivement, différents process qui ont été mis en place. Mais en tout cas, au Sénégal, on n'a pas cette problématique, on n'a pas cette barrière qui empêche les ingénieurs de pouvoir exprimer leurs talents et de venir faire partie des partis politiques. Quasiment, c'est ouvert. Et je peux dire que, sans me tromper, qu'aujourd'hui, dans notre parti politique, qui regorge d'énormes compétences, je connais pas mal d'ingénieurs qui sont dans diverses spécialisations, qui sont là, qui s'expriment, qui font en même temps de la politique, tout en servant leur pays à travers les responsabilités qu'on leur donne. Donc, pour le Maroc, je ne sais pas trop, je ne pourrais pas m'exprimer là-dessus, mais en tout cas, c'est un engagement personnel. Après, il y a différentes initiatives qui peuvent être mises en place pour inciter les ingénieurs à venir participer de manière globale donc, à l'avancement du pays à travers la politique. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Pardon, je peux intervenir sur cette question? Pardon. Oui, si, avec un grand plaisir. Juste rajouter quelque chose. Je pense que l'ingénieur, c'est un concrétiseur. Et pour lui, par exemple, tout ce qui est législatif ou autre, ça reste des contraintes. Donc, il faut soulever après. Et aujourd'hui, je pense au niveau politique, les tendances. Alors, je ne connais pas les chiffres sur quoi vous êtes basé pour arriver à ce diagnostic, mais je dirais, dans la tête des gens, donc un politicien, c'était un peu le politicien de la connaissance. Donc, il connaît bien tous les partis, tous les noms, la législation ou autre, ainsi de suite. Si vous n'avez pas ces connaissances-là, voilà, vous n'êtes pas un bon, je dirais, un politicien, mais il faut peut-être aller maintenant vers, je dirais, le politicien des réalisations et de la concrétisation. Donc, parce qu'on a besoin, je dirais, de gens, si vous travaillez sur, je dirais, des choses, il faut avoir des compétences. Donc, je pense qu'il faut encourager que ce soit des ingénieurs, des médecins, voilà, à rentrer dans cette politique, dans la vie. On a besoin, je dirais, d'avoir
des préconisations, quelque chose basé sur du scientifique, pas uniquement sur de législatif. Et ça, on le voit quand on regarde, par exemple, je dirais aujourd'hui, dans des communes ou des choses, on a besoin de gens qui maîtrisent, je dirais, la gestion de projet, qui maîtrisent tout ce qui tourne autour des ponts et chaussées ou des choses comme ça. Donc, pas forcément s'appuyer, même s'il y a toujours des études, mais il faut avoir un esprit critique de ces gens-là. Donc, je ne connais pas l'état exact, je dirais, aujourd'hui au Maroc, mais si vous dites qu'il y a un manque, il faut encourager ces gens-là à rentrer dans la politique. Il faut prendre la place, il faut aller vers… C'est bien noté, c'est Bagui. Merci beaucoup. Alors, je pense qu'on a fait, c'est-à-dire le tour des tables. Je vous remercie chaleureusement pour pour vos interventions, pour votre partage. Donc, c'était vraiment c'est-à-dire un débat, un webinaire riche en informations. Je remercie infiniment, c'est-à-dire tous les intervenants. Et puis voilà, donc je vous souhaite, c'est-à-dire pour les personnes qui exercent encore un parcours riche, Inch'Allah, des postes de responsabilité. Et donc, je remercie infiniment, c'est-à-dire c'est Sophie pour son partage. Un remerciement spécial à Sikou pour ça, c'est-à-dire qui vient d'un pays qui nous est cher. Et également, c'est-à-dire un merci spécial à Sibagui. Et puis voilà, donc je vous souhaite une excellente soirée à la prochaine fois, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Au Merci, revoir. au revoir.